Le deuxième chapitre, établir la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français. Établir la démocratie la plus large, ça aussi c'est tiré directement du programme du CNL. Alors, le rétablissement de la démocratie et de la République, je vous propose une réforme constitutionnelle de grande ampleur. Avant 2 ans, les électeurs français seront appelés par référendum à adopter une réforme constitutionnelle de grande ampleur afin de rétablir les grands principes démocratiques et républicains de souveraineté nationale. D'abord, l'interdiction de principe de ce que l'on appelle gentiment les transferts de souveraineté et qui sont en fait du vol de pouvoir. Madame, si je vous demande un transfert de souveraineté sur votre portefeuille, ça veut dire que vous allez me donner votre portefeuille et puis que je vais le dépenser à votre place. Ça s'appelle du vol. Donc on a présenté aux Français « Oh, ça n'est rien, c'est simplement un simple transfert de souveraineté ». Non. Ça veut dire qu'un transfert de souveraineté, on pique au peuple français souverain son pouvoir pour le donner à la Commission européenne, où sont comme poissons dans l'eau tous les lobbies, notamment les lobbies économiques, financiers, et notamment les agents d'influence américains et anglo-saxons. Donc, il y aura une institution constitutionnelle de tout transfert de souveraineté qui ne soit pas précisément limitée dans le temps, c'est-à-dire que ça peut être pour 2 mois ou 6 mois ou 3 ans, et dans l'objet, sous contrainte, évidemment, de réciprocité. Deuxièmement, la suppression de la procédure du Congrès. C'est-à-dire que désormais, l'article 89 de la Constitution, qui prévoit qu'on peut faire une réforme constitutionnelle en réunissant les députés et les sénateurs, on l'a vu à Versailles en 2007 pour l'adoption, n'est-ce pas, du traité de Lisbonne, et cette adoption a été constitutionnellement licite, mais en termes moraux, en termes d'éthique politique, c'est une forfaiture, puisque, comme vous le savez, les parlementaires français ont donné leur accord à un texte qui est pratiquement identique à celui que 55% des Français avaient rejeté par référendum 2 ans auparavant. Donc à partir d'ailleurs de ce moment-là, ils ne l'emporteront jamais au paradis. Vous savez ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que de plus en plus de Français ont commencé à comprendre que la construction européenne n'est pas du tout la chose très très gentille qu'on nous présente du berceau à la tombe, qu'il s'agit d'un établissement progressif d'une dictature, mais très rouée, très rusée, qui se présente sous les traits de la démocratie. Donc désormais, toute réforme de la Constitution ne pourra plus se faire que par la seule voie du référendum. C'est bien normal. La Constitution, c'est notre pacte collectif. Donc il est bien normal que seul le peuple français puisse décider, et non pas ses représentants qui sont élus par des conditions, qui sont des conditions en termes financiers, en termes médiatiques, que je rappelais avant de commencer cette conférence, qui donnent en réalité un biais méthodologique phénoménal, qui donne une surreprésentation à l'UMP et au Parti socialiste. Donc toute la réforme de la Constitution ne pourra désormais plus se faire que par la seule voie du référendum, et la réforme ne pourra être adoptée que par une majorité des électeurs inscrits. Ça aussi, c'est très important. Comme je le rappelle, le traité de Maastricht, par exemple, en France, a été adopté en 1992 par 51% des Français, mais il y avait 34% d'abstention. Ça veut dire qu'il n'y a que 34% des Français qui ont voté oui à Maastricht, qui ont fait le geste positif d'aller voter oui à Maastricht. Encore s'agit-il des électeurs inscrits. Si on compte le fait qu'il y a 15% des Français qui ne sont pas inscrits, ça veut dire qu'il n'y avait que 30% des Français de 1992 qui ont voté oui à Maastricht, oui à l'euro. Et si vous tenez compte maintenant de la courbe de mortalité depuis 20 ans, on peut considérer qu'il y a il y a à peu près 16% des personnes que vous croisez dans la rue qui ont voté oui à l'euro. Un Français sur 6 que vous croisez dans la rue a voté oui à l'euro. 5 Français sur 6 soit n'étaient pas nés, ou n'étaient pas en âge de voter, soit avaient voté non, soit n'étaient pas inscrits. Ce qui prouve au passage que vous imaginez, là, en termes sociologiques, quel est le soutien dont peut bénéficier cette monnaie qui est un soutien qui est extrêmement faible. Troisièmement, la transformation du Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle professionnalisée et dépolitisée. Nous avons affaire à un énorme scandale, c'est le fait que l'institution qui est chargée de veiller au respect de la Constitution en France est composée, comme vous le savez, par des gens qui sont nommés par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Comme par hasard, ce sont donc des UMP et des socialistes. Nous avons donc un verrouillage complet par des personnes d'ailleurs qui peuvent très bien n'avoir absolument aucune connaissance particulière en matière de droit.
je me permets de souligner le fait qu'il y a actuellement, par comparaison, je m'inspire dans cette réforme du tribunal constitutionnel de la Cour de la République fédérale d'Allemagne à Karlsruhe, qui lui, ce tribunal constitutionnel est constitué exclusivement de magistrats qui ont une longue expérience professionnelle, et ces magistrats sont élus pour des mandats inamovibles et très longs, et sont élus par les assemblées, par le Bundestag et le Bundesrat. Donc je propose qu'il en soit de même pour la France, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel ne soit plus composé de copains de M. Chirac ou de M. Sarkozy, ou de monsieur ou du président de l'Assemblée nationale, ou du Sénat, soit désormais des magistrats qui soient 16 membres et qui soient élus par les assemblées parlementaires pour un mandat non renouvelable de 12 ans, qui est un mandat très important, et compte tenu de leur formation d'origine, qui leur donnera l'ampleur de vue nécessaire et la considération nécessaire à faire prévaloir le droit sur toute autre considération. Cette Cour constitutionnelle sera chargée de défendre la Constitution en toutes circonstances, ce qui devrait être son devoir, et en aucun cas de faire ce que fait l'actuel Conseil constitutionnel, ce qui s'apparente à une forfaiture, qui consiste actuellement, lorsque le Conseil constitutionnel constate qu'un projet de traité est contraire à la Constitution, eh bien il demande tout simplement qu'on modifie la Constitution. Je signale que c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe en Allemagne, où le tribunal de Karlsruhe, justement, vérifie si tout traité est conforme à la Constitution de la Bundesrepublik. Et comme, justement, les derniers traités, le traité de la Constitution européenne et le traité de Lisbonne, posent un réel problème, eh bien, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a sorti une analyse de ces traités qui, au lieu de faire 4 pages, comme les torchons du Conseil constitutionnel français, fait environ 150 pages et 280 points de considération. Et notamment, l'un des articles, je ne me rappelle plus le numéro exact, ça doit être 250 ou quelque chose comme ça, a écrit noir sur blanc. Le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a écrit noir sur blanc que la construction européenne posait désormais des problèmes de démocratie considérables, et que si le processus démocratique de l'Europe ne s'améliorait pas, il faudrait que la République fédérale d'Allemagne quitte la construction européenne. Ça a été évidemment totalement étouffé dans la presse française, ça fait grand bruit en Allemagne. Bon, ce ne sont que des magistrats, mais ça veut dire, c'est très important à comprendre, que la République fédérale d'Allemagne ne suivra pas le processus éternellement, puisqu'ils ont des gardes de la Constitution. La réforme prévoirait également un élargissement des possibilités de saisine par un groupe de citoyens français, puisqu'actuellement la saisine ne peut être faite, comme vous le savez, que par quelques personnalités, président de la République notamment, mais aussi 60 députés et sénateurs. Donc le Conseil constitutionnel deviendra la Cour constitutionnelle de la République française. Le 4e point de cette réforme institutionnelle, c'est l'instauration du référendum d'initiative populaire, qui s'installera parallèlement au référendum d'initiative présidentielle. Le président de la République conservera le droit d'organiser des référendums comme c'est actuellement le cas, mais un référendum d'initiative populaire sera créé, comme ça existe en Suisse, comme ça existe en Californie, par exemple. Ces référendums pourront d'ailleurs comporter plusieurs questions, afin de permettre de nuancer les réponses ou d'aborder plusieurs sujets, ce qui permettra d'éviter cette espèce de procès récurrent qui existe en France sur le fait qu'un référendum a un parfum un petit peu plébiscitaire. On connaît, tout le monde a un peu à l'esprit le référendum par lequel Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République française de la Deuxième République, vous savez, en 1849, eh bien, finalement, s'est fait par plébiscite et a rétabli l'Empire à son profit. Bon. Donc, depuis lors, le référendum en France est toujours un peu suspect, alors que c'est quand même l'arme la plus naturelle de la démocratie, c'est de demander au peuple ce qu'il veut. Voilà. Donc, pour se dégager une fois pour toutes de ce soupçon de plébiscite, eh bien, il suffit d'avoir des référendums plus fréquents et avec un nombre de questions plus large, de telle sorte de dédramatiser, et que ça n'a pas de rapport avec l'action du président de la République qui, je vous rappelais, selon l'article 5, doit être l'arbitre des institutions. Un président de la République peut très bien organiser des référendums sans avoir, c'est en tout cas mon point de vue, sans avoir à donner son point de vue sur tout sujet. Je trouve personnellement que si je suis président de la République,
Eh bien, si je demande aux Français s'ils veulent l'abandon de l'énergie nucléaire, il n'est pas nécessaire de donner mon point de vue, parce que c'est les Français qui doivent se renseigner par eux-mêmes à l'issue d'un débat loyal. J'y reviendrai tout à l'heure. Le 5e point, c'est la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. C'est important, je pense, parce qu'actuellement, nous sommes dans la situation suivante. Lorsque quelqu'un se déplace pour aller voter blanc, c'est-à-dire il fait un geste très républicain, il est favorable aux élections, il ne condamne pas le principe des élections, mais il condamne en revanche les candidats qui lui sont présentés. Il estime que les candidats qui lui sont présentés ou que la procédure qui lui est offerte n'est pas convenable et n'est pas conforme à son idéal de la démocratie. C'est un geste que je trouve tout à fait légitime, en tout cas honorable. Eh bien, actuellement, quelqu'un qui va voter blanc fait baisser le taux d'abstention, donc fait augmenter la participation. Son vote est considéré comme faisant augmenter la participation. En revanche, il disparaît ensuite au moment des résultats. On comptabilise à part les suffrages blancs et nuls, et on donne ensuite la liste des participants avec monsieur Untel 15%, madame Untel 12%, etc. Il n'y a pas de vote blanc. Donc l'idée, c'est d'avoir un vote blanc à comptabiliser à part entière, et dans l'hypothèse, très hypothétique, mais sait-on jamais, dans l'hypothèse où, dans une élection, qu'elle soit municipale, qu'elle soit cantonale, régionale, législative ou même présidentielle, dans l'hypothèse où le vote blanc arriverait en premier, avec, mettons, 28% de vote blanc et puis le candidat, M. Untel, ayant 18% en dessous, à ce moment-là, l'élection est annulée et est reportée à une date ultérieure, prévue par une loi organique avec des délais, et interdiction serait faite aux candidats de la première élection de se représenter, puisqu'ils ont été repoussés par le corps électoral. 6e, c'est l'équité du financement public des activités politiques. Je vous en ai parlé rapidement avant de commencer cette conférence. Je vais donc être très rapide. Je dis simplement que pour remédier au système actuel, il faut avoir une voie, que chaque voie apporte un financement. C'est-à-dire qu'un parti politique qui se présente et qui récupérerait, mettons, 17 000 voix au niveau national, eh bien, il est, au prorata des 17 000 voix, une petite cagnotte, parce qu'il n'y a pas de raison, chaque voix en vaut une autre. Il n'y a pas de raison que les voix qui se portent sur l'UMP ou le Parti socialiste rapportent de l'argent et celles allant sur des petits partis ne rapportent rien. Le 7e point, c'est le rétablissement et l'extension du crime de haute trahison. Vous savez ou vous ne savez pas que le crime de haute trahison a disparu de la Constitution française lors d'un toilettage récent opéré par M. Sarkozy. Alors maintenant, il y a une nouvelle façon de présenter les choses en cas d'incompatibilité manifeste de la fonction, enfin, etc., etc. Moi, je propose de rétablir le crime de haute trahison, non seulement d'ailleurs pour le chef de l'État, mais pour l'ensemble du gouvernement, en précisant la signification juridique de cette incrimination. C'est-à-dire notamment non seulement une entente avec des puissances étatiques étrangères, mais aussi une entente avec des pouvoirs privés pour mener une politique manifestement contraire à l'intérêt majoritaire du peuple français. Parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. La haute trahison en France ou dans les pays européens, c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous avons affaire à des chefs d'État ou de gouvernement qui sont en connivence avec des grandes forces oligarchiques qui traversent le monde, une oligarchie euro-atlantiste, une oligarchie financière, et qui trahissent l'intérêt de leurs peuples respectifs. Le 8e point, c'est une réforme du statut de l'élu avec l'interdiction du cumul des mandats fixé par une loi organique. Il y a déjà des choses qui ont été faites en la matière. Il s'agirait de les perfectionner. La limitation à un seul renouvellement consécutif des mandats de parlementaires, conseillers régionaux et généraux. Ça veut dire qu'un parlementaire ne pourrait être député que 2 fois de suite. Ça fait 10 ans. C'est bien. C'est bien. Pourquoi avoir des députés, la même personne qui soit députée pendant 40 ans ? Ça fait des dynasties familiales, c'est aussi un des ravages de notre pays, qui fait qu'on a une espèce de blocage sociologique avec des dynasties familiales qui se partagent les postes. Le principe de l'inéligibilité à vie des responsables publics condamnés pour corruption, condamnés en dernier appel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un, un responsable public,
qu'ils soient d'ailleurs élus ou non élus, qui auraient été convaincus de corruption, jugés, condamnés en première instance, recondamnés en appel, et éventuellement confirmés en cassation, si la personne se porte en cassation, eh bien, à partir de ce moment-là, on considère qu'il a été définitivement condamné pour corruption et il est inéligible à vie. C'est quand même pas un drame. Hein. Je ne vois pas pourquoi. Il y a quand même 95 ou 99% des Français qui n'ont jamais de mandat électif dans leur vie. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui aurait été condamné pour corruption pourrait, au bout de 5 ans ou 10 ans, de nouveau se faire réélire. Il y a quand même une vie à part les élections. Le principe de l'examen périodique de l'existence ou non de conflits d'intérêts. Et enfin, un 9e point, c'est l'inscription dans la Constitution française des services publics non privatisables par nature, dont je donnerai une liste tout à l'heure, et qu'il est très important d'avoir pour la santé, j'allais dire, de la société française, qui a besoin d'avoir des services publics qui assurent une certaine forme de justice sociale.